Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à la formation, pas seulement des étudiants, mais des salariés, des demandeurs d'emploi. Et j'accueille Olivier de Lagarde. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur. Alors avec votre frère, hein, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, avec mon frère Nicolas. Nicolas et Olivier, vous avez créé le Collège de Paris. Alors prime abord, on se dit Collège de Paris, c'est une petite structure, pas du tout. C'est un groupe chapeau, une marque chapeau. Combien d'écoles là sont à l'intérieur de votre groupe ? Alors, vous avez aujourd'hui 15 enseignes, on va dire, c'est-à-dire 15 noms d'écoles qui sont répartis sur plus de 50 implantations sur l'ensemble du territoire et à l'international. Alors, on va parler d'international et de la France, et puis de vos cibles, parce qu'il y a évidemment les écoles classiques pour les étudiants, mais aussi pour les alternants, pour les demandeurs d'emploi, et on va bien sûr en parler dans le détail. D'abord, quelques mots sur vous, parce que ce qui est très intéressant, on accueille ici parfois des patrons d'écoles ou de groupes d'écoles, et c'est vrai que parfois ce sont des investisseurs, c'est des gens qui n'ont pas de lien direct avec le monde éducatif, ce qui n'est pas votre cas. Vous, avant 2011, vous avez enseigné. Oui, j'ai enseigné. En fait, j'ai commencé ma carrière comme enseignant, comme prof d'histoire, pour tout vous dire, au Liban, donc un peu loin de Paris. Je suis resté dans l'enseignement puisque je me suis occupé du dispositif de formation des assureurs. J'ai enseigné et quand j'ai créé le Collège de Paris, il y avait cette idée, c'était déjà un regroupement des deux premières écoles qu'on avait rachetées avec Nicolas. Ça commence par deux écoles. C'est un groupe réduit à sa plus simple expression. Deux écoles, et ça s'est bâti là-dessus. Mais on l'a fait avec, je pense, une vision de ce qu'on avait envie d'apporter, et aussi, ce qui est important en pédagogie, du public auquel on s'adressait, des gens qu'on avait envie de former. La philosophie, c'est quoi ? Parce que rentrons dans le détail. Vous dites, on avait dès le départ comme ça une forme de structure, de vision de ce qu'on voulait faire. C'est toucher quoi ? Tous les publics ou d'abord les étudiants ? Alors, on s'est adressé d'abord aux étudiants. On vient de l'éducation, on vient du monde de l'enseignement supérieur, mais il y avait dès le départ cette idée d'accessibilité avec trois valeurs qui sont importantes pour nous. La première valeur, c'est la qualité pédagogique, c'est l'engagement à ce que toutes les formations conduisent à des certifications reconnues par l'État. La deuxième valeur, c'est l'ouverture internationale avec l'avion qui doit fonctionner dans les deux sens. On accueille des étudiants internationaux, on aide nos étudiants à bouger à l'étranger. Et la troisième, c'est l'accompagnement individualisé vers l'emploi. L'idée qu'une formation, elle répond à des ambitions, des volontés, des projets qui sont ceux des étudiants et qui sont individuels et qu'on doit accompagner au mieux. Et puis progressivement, en partant du public des jeunes, qui reste aujourd'hui encore le gros de nos troupes, on s'est étendu vers les adultes et aussi bien vers les salariés que vers les demandeurs d'emploi. Alors il y a un papier aujourd'hui, d'ailleurs un édito de Patrick Artus, l'économiste, dans les colonnes de l'Express, et qui soulève un point et qui vous impacte très directement. Il dit, le problème aujourd'hui sur les sujets politiques, puisqu'on sort d'une élection présidentielle, c'est pas réellement le pouvoir d'achat, c'est pas réellement tout cela. Il dit, c'est le problème de l'employabilité. Si on règle ce problème de l'employabilité tout au long de la vie, on a réglé une grande partie du problème. Mais vous êtes un des acteurs de cette question de l'employabilité. Il faut accompagner le plus possible les salariés et les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un emploi. C'est ça l'enjeu. Oui, parce que en fait, en travaillant dans l'éducation et dans la formation, vous êtes à l'articulation entre, d'une part, ce qu'ont les gens ont envie de faire, les envies, les désirs de formation, d'avenir, d'emploi, et d'autre part, ce dont le secteur économique a besoin, le besoin de main-d'œuvre. Et en fait, on voit pendant longtemps, on a parlé des problèmes de chômage comme quelque chose d'un peu insoluble, et en s'intéressant beaucoup à comment on crée plus d'emplois, comment on crée de la croissance, dans quel secteur, etc. Et aujourd'hui, on voit que l'enjeu, c'est un enjeu d'adéquation. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à amener les populations qui sont en recherche d'emploi, alors certains de manière très éloignée, d'autres de manière plus proche, et puis les besoins de main-d'œuvre qui en ce moment sont colossaux dans plein de secteurs. Et c'est en fait ces mariages, le métier de nos conseillers formation, c'est de faire des mariages entre les deux, entre des profils et des emplois. Et en fait, la formation, c'est rendre cette connexion possible. Restons sur les demandeurs d'emploi, parce qu'on parlera ensuite de vos ambitions et de la réalité à l'étranger, parce que vous avez des antennes un peu partout dans le monde, États-Unis, l'Inde, l'Asie. Vous nous parlerez de la Chine d'ailleurs, parce que je crois que vous avez une petite anecdote assez amusante. Mais pour les demandeurs d'emploi, comment on va les chercher ? Comment vous créez une synergie ? Est-ce que vous allez à Pôle emploi ? Comment se passe le moment où ce demandeur d'emploi va intégrer le groupe ? Alors, vous avez d'abord, il faut le dire, une espèce de millefeuille administratif avec beaucoup de structures, souvent portées par des gens très efficaces. Donc, il faut arriver un peu isolé. Donc, il faut arriver à se mettre en connexion avec tout ça. On a récemment développé avec une structure qui est dans le groupe qui s'appelle Assofac, des systèmes de maraude numérique. Donc, on va sur les réseaux sociaux, dans des univers plus ou moins virtuels pour essayer de capter des demandeurs d'emploi. Et vous leur posez la question, avez-vous besoin d'une formation ?
Oui, on leur dit, on leur essaye de voir ce qu'ils ont envie de faire, ils sont en recherche de quoi, quelle est leur expérience, qu'est-ce qui leur intéresse, qu'est-ce qui leur plaît, et d'arriver à connecter ça avec des dispositifs de formation. Il y a effectivement le lien avec les acteurs traditionnels que sont les régions, les conseils départementaux, Pôle emploi. Donc c'est tout un empilement en fait de petites choses qui vont permettre de rallier un maximum de demandeurs d'emploi et de les amener vers les formations qui peuvent les conduire, les ramener vers l'emploi. Ça veut dire que là, ce sont des formations qui, derrière, parce que c'est ça l'intérêt, sans faire de trop belles promesses, l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette formation passée au sein du groupe Collège de Paris, parmi toutes les marques, il a un emploi. C'est ça l'objectif. Alors, nous, on travaille par vocation que pour des secteurs en tension. Ça nous amène à faire aussi bien des choses dans le numérique, dans le digital, relativement, voire très qualifiées, mais aussi dans le médico-social, où là, on va s'adresser, on va faire du CAP petite enfance, des assistants pour personnes âgées, des brancardiers, donc des métiers plutôt pour public éloigné de l'emploi. Mais dans les deux cas, vous avez un secteur qui recrute. Sachant qu'il faut quand même noter que vous avez deux stades dans la formation des demandeurs d'emploi. Vous avez la phase amont, où là, on va quand même travailler plus sur les compétences clés, savoir lire, savoir écrire, savoir se présenter, savoir parler. Ouais, le savoir-être aussi. Le savoir-être. Et puis ensuite, une fois que cette couche-là, et puis des choses numériques toutes bêtes, savoir allumer un ordinateur, servir d'une suite Office, etc. Et une fois que vous êtes passé à ça, vous pouvez aller sur des formations plus qualifiantes, où là, vous allez apprendre un métier. Combien de salariés d'ailleurs dans votre entreprise? Parce qu'on a démarré par la petite histoire des deux frères qui créent leur petite entreprise, mais là c'est devenu une très belle entreprise Vous vous situez comment? De formation, d'enseignement? Comment vous vous définissez? Alors, on se définit comme une entreprise à mission dont la raison d'être est de rendre l'excellence accessible, et on explique qu'on exerce cette mission à travers une communauté d'écoles et d'organismes de formation. Ce qui dit bien qu'on est à la fois établissement d'enseignement supérieur et organisme de formation professionnelle. 600 salariés, c'est ça? 600 salariés, oui. 600 salariés, alors là on met de côté les formateurs, parce que c'est 600 salariés dans le groupe qui sont vos salariés. Combien? 800 formateurs? Alors plus que ça, parce qu'en fait on a une base de 15 000 formateurs, donc qui est colossale, à travers un outil qui s'appelle Tutosmi, qui est le leader français qui nous a rejoint là en décembre dernier, et qui est le leader français de la mise à disposition de formateurs pour tout le secteur en fait, pas seulement pour nous mais pour d'autres confrères. Et puis disons que dans ces 1500 salariés, on va en avoir 10% qui sont actifs sur nos écoles. Alors on va parler de l'alternance, mais j'aimerais quand même qu'on parle de votre vocation à l'international, parce que quand on va sur votre site, on découvre cette carte. Et effectivement, vous êtes maillé un peu partout, États-Unis, Bangalore, et puis la Chine. Alors vous êtes, alors comme on dit, vous avez tenté l'expérience chinoise. Au début, c'était pas folichon, et puis finalement, les portes se sont ouvertes. Racontez-nous. Alors ça, c'est très amusant. On a fait les premiers achats d'école avec mon frère en février 2011, et à la Toussaint 2011, j'ouvrais notre bureau à Pékin. Donc on a démarré notre activité internationale par la Chine, et j'y suis allé, je crois, au moins 2 fois par an jusqu'à la crise sanitaire. Et ça n'a débouché sur à peu près rien. J'ai fait tout un tas de visites, vous avez vu le pays, cadeaux, de photos. J'ai fait des visites vraiment intéressantes, mais il n'y a eu aucune conséquence, aucun débouché pratique. Et puis arrive le confinement, où tout se referme, et en particulier l'Asie. Et là, on a eu une chance formidable. C'est grâce à ces liens qu'on avait avec la Chine, on a pu mettre en place des formations à distance. Les Chinois, ne pouvant plus partir étudier à l'étranger, ils partaient beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Australie, se sont repliés sur l'enseignement à distance, mais avaient envie encore d'avoir des certifications européennes. Et on a développé comme ça les programmes de type MBA pour des étudiants ou des jeunes entrepreneurs chinois. En distance? En distanciel, avec des intervenants chez nous qui parlent français ou anglais, un traducteur chinois mis à disposition de notre bureau, et on forme grâce à ça depuis maintenant 2-3 ans environ 200 à 250 élèves chinois. Donc ça veut dire que malgré le fait que le Covid soit tout doucement derrière nous, vous poursuivez ce type de formation en distanciel? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est que l'Asie, c'est pas encore complètement rouverte. C'est compliqué d'aller et de sortir de Chine. On l'a vu avec Shanghai, d'une part. Et puis d'autre part, je pense que c'est un modèle pédagogique qui n'est pas désintéressant, qui apporte de la formation à distance sous une forme synchrone, hein, c'est-à-dire avec en même temps l'intervenant et les étudiants. Et c'est un modèle, je pense, qui a de l'avenir et qu'on va tenter de développer hors toute contrainte sanitaire. Sujet sur l'international. Parlez-nous de votre stratégie, parce que l'idée quand même, c'est quoi? On comprend bien qu'il y a l'idée d'un va-et-vient entre vos étudiants du groupe qui vont partir, et c'est vrai dans les écoles de commerce, 6 mois, 1 an, pour découvrir un pays, une langue, une culture, et aussi le business. Mais ça marche dans l'autre sens. C'est ça aussi votre idée, c'est qu'il y ait vraiment un croisement et que l'école soit un groupe international. C'est ça l'objectif? Oui, initialement, l'objectif, c'était d'utiliser l'attrait de la France pour les étudiants internationaux, en particulier en provenance des pays émergents, comme étant un levier de développement. Et puis de plus en plus,
on s'est mis à déployer nos certifications professionnelles à l'étranger, grâce à des systèmes, on va dire, de quasi-franchise, ou des systèmes de partenariat, ou des doubles diplômes. Oui, parce que vous vous installez dans des universités, vous ne construisez pas le bâtiment Collège de Paris, hein. Vous rentrez de plein pied dans une université en Inde, je pense à Bangalore ou Exactement. ailleurs, et on vous accueille. C'est-à-dire que les étudiants, c'est quoi, ils ont l'uniforme Collège de Paris, non? Quand même pas. Alors l'uniforme pas encore qu'on a un partenaire africain qui avait tenté ça, mais globalement non. L'idée c'est que nous on va apporter du contenu, des référentiels pédagogiques dans des universités ou des écoles qui existent déjà, qui ont des étudiants, qui ont des étudiants qui sont en demande de certification européenne ou en l'occurrence française, et on va apporter tous les contenus pédagogiques qui vont permettre de déployer cette formation dans les pays où on va. Alors, juste une question avant qu'on parle d'alternance, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Ça vous manque pas d'enseigner? Ça vous manque pas le contact avec les élèves? Parce que maintenant, vous êtes un chef d'entreprise, à la tête d'une belle entreprise, d'un groupe, vous avez 600 salariés, enfin bref, vous pilotez une grosse entreprise, ça vous manque pas l'enseignement, la classe, la transmission, ou vous continuez d'une autre manière à le faire finalement? Alors déjà, c'est un truc qui est important pour moi, dans notre campus principal qui est dans la Grande Arche de la Défense, et j'ai laissé mon bureau au milieu des étudiants, parce qu'il y a déjà une manière concrète de voir ça, c'est que j'en vois tous les jours, et ça c'est une première chose qui est positive. J'interviens encore régulièrement, alors c'est les rentrées, c'est des conférences, c'est des choses comme ça, mais j'étais pas un très bon prof au sens où j'aimais pas beaucoup répéter mes interventions chaque année. Intervenir une année, ça me plaisait, puis dès la deuxième année, j'avais du mal à me renouveler. En histoire en particulier, parce que bon, quand le programme se répète, on réinvente pas l'histoire. Malheureusement non. Et le bon prof, je crois que c'est le cas de la plupart des intervenants, en tout cas c'est quelque chose que je regarde et que je demande quand je recrute un enseignant, c'est est-ce que vous allez être capable de renouveler votre enseignement? Est-ce que ça va vous amuser à chaque rentrée et à chaque année d'intervenir? Voilà, donc ça c'est je pense une des clés de succès qui fait qu'on a des bons formateurs et qui fait que je suis peut-être mieux dans le rôle que j'occupe aujourd'hui que dans celui d'intervenant. L'alternance, ça a été le sujet, j'allais dire, de l'année 2021, avec un beau résultat français, parce que c'est vrai on nous a toujours comparé aux Allemands comme étant les mauvais élèves en matière d'alternance. Il y a eu un jeune, une solution partenaire de l'émission Smart Job. Ça a bien fonctionné. Et vous en êtes un des acteurs de cette alternance. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça ne marchait pas avant? Et pourquoi ça a marché cette année? Et j'espère l'année prochaine. Alors, je pense qu'il y a deux facteurs d'éléments. D'abord, il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui a en 2018, qui incluait l'alternance et qui a en fait libéralisé en quelque sorte l'apprentissage. Libéralisé au sens où il y a plus d'acteurs comme moi qui ont pu investir ce champ et sur une base nationale et plus seulement régionale. Donc ça a été un premier coup de booster formidable. Donc la réforme était bonne. Et puis le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est un jeune, une solution. Et derrière un jeune, une solution, il y a une mesure d'accompagnement des entreprises pour encourager l'embauche d'alternance. 5 000, 8 000 ça a fonctionné formidablement bien. C'est 8 000 € au maximum, en particulier pour prendre des gens qui avaient plus de mal à trouver des contrats d'alternance. Et ça, c'est 720 000 apprentis aujourd'hui. Et si on pérennise cette mesure, ce que je souhaite ardemment, je pense qu'on peut arriver aux millions d'apprentis assez facilement. D'ailleurs, sur ce point, on l'a évoqué il y a quelques jours dans notre débat d'actualité. Vous avez des infos sur la pérennité ou pas de ces aides? Parce qu'elles étaient en suspens, elles s'arrêtent en juin, je crois. Parce que vous aussi, vous risquez d'être impacté sur le plan économique. Alors, on parle, j'espère que ça sera confirmé, en tout cas c'était dans le bagage, on va dire, d'idées qui allaient avec la candidature du président, d'une prolongation au moins jusqu'en décembre, ce qui serait déjà très bien parce que ça permettrait d'avoir une nouvelle bonne rentrée en alternance. C'est quand même relativement lié au cycle universitaire, donc si on veut continuer la croissance, ça serait bien de la prolonger. Je pense que c'est plutôt bien engagé, mais je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant, alors peut-être en l'aménageant, en la modulant, mais il faut réfléchir à une manière de pérenniser ça pour encourager les entreprises à prendre des apprentis. Et dès qu'on peut dire, même si ce n'est pas tout à fait exact, c'est une ressource gratuite ou quasi gratuite, ce qui est le cas pour certains alternants, ça coûte moins cher qu'un stagiaire, et ça c'est quand même un avantage formidable. Et du coup les entreprises se disent, ah mais tiens, c'est peut-être pas bête, et comme ça fonctionne bien l'année d'après, ils en prennent un peu plus, ils en parlent, et donc il y a un cercle vertueux qui se met en place, qui est extraordinaire. Il y a un effet motivation, comme ça a bien marché et que les aides étaient quand même plutôt utiles à l'entreprise, on reprend et donc on crée ce cycle sur 5 ans, 10 ans, il faut l'espérer. J'ai lu un papier que vous avez écrit dans LinkedIn sur la gratuité de l'enseignement, la voie de l'alternance. Ça, c'est un papier vraiment intéressant parce que, j'allais dire, vous êtes à cheval, vous, à la fois des écoles de commerce, des écoles où on apprend tous les métiers autour de l'entreprise, où on paye. Et puis vous dites, l'alternance, il faut le rappeler, le marteler, c'est une formation gratuite. C'est important de le préciser, ça.
Oui, tout à fait, une formation gratuite et rémunérée. Ça veut dire que si vous êtes parent, vos enfants ont un contrat d'apprentissage, non seulement vous n'allez pas payer pour leurs études, mais en plus il va toucher une rémunération qui va assez largement couvrir ses frais ses frais de vie. La gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est bizarre peut-être pour quelqu'un qui est dans l'enseignement privé, mais c'est quelque chose qui est dans les débats éducatifs depuis Platon. Dans les dialogues socratiques, vous avez déjà des échanges pour savoir si c'est bien ou mal de faire payer l'enseignement. À l'origine, ça doit être gratuit, puis après, c'est voilà. Et en fait, c'est le religieux qui prend la main. D'une certaine manière, c'est toujours gratuit. C'est-à-dire que c'est jamais un jeune qui paye sa formation, ou quasiment jamais qui paye par lui-même. Il va, même s'il y en a qui ont des petits jobs, des choses comme ça, mais globalement, c'est payé par vos parents, c'est payé par des bourses, c'est payé par l'État. Il y a de toute façon des systèmes de solidarité qui se mettent en place. Et je pense que l'apprentissage, c'est un système de solidarité intéressant qui permet une gratuité de l'enseignement, une gratuité qui peut aller à tous les niveaux, qui part du niveau CAP, mais qui peut permettre d'aller jusqu'au niveau Bac+5, jusqu'au master. Ça, c'est important d'ailleurs d'avoir élevé jusqu'au master l'alternance. Ça n'avait pas été, c'était pas le sujet au départ, et puis finalement le gouvernement a changé d'avis. Et il a bien fait parce que vous évoquiez l'Allemagne. Ça, par exemple, on commence à construire une voie française de l'apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage qui peut couvrir tous les cycles, y compris l'enseignement supérieur, et qui peut former tout le monde, y compris les meilleurs. Et le tertiaire, parce que c'est vrai que les Allemands étaient très forts aussi sur l'apprentissage technologique, parce qu'il y a beaucoup d'usines. Vous dites quand même dans votre article, ça c'est intéressant, c'est le contrepoint, c'est qu'au même moment, en tout cas vous le prédisez, le coût des formations va augmenter. Parce que plus de technologie, plus d'investissement, plus besoin de matériel. Et donc, de fait, vous dites, on ne va pas aller vers moins, mais avec des coûts plus importants de la formation. Oui, parce que travailler dans l'éducation, ça demande des investissements très importants. Ça demande des investissements dans la digitalisation, ça demande des investissements dans les campus. Il y a des projets toujours plus importants. On sait qu'il y avait un retard de la France par rapport aux pays anglo-saxons. Ça demande des professeurs de plus en plus capés, de plus en plus diplômés. Tout ça, ça coûte. Et donc, le coût de l'enseignement, et c'est plutôt bien, il va avoir tendance à augmenter. Et donc, il faut imaginer des systèmes pour que tout le monde y ait accès. Et là encore, je pense que l'apprentissage, c'est une bonne, voire une très bonne réponse pour ça. Tiens, avant de nous quitter, parce que je veux qu'on parle de l'avenir, parce que votre groupe bouge et se développe évidemment un peu plus encore. J'ai vu que vous aviez créé le Metaverse College. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes sur ce marché dont beaucoup se disent, on ne sait pas trop où ça va aller, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que vous faites une formation, donc vous y croyez? Alors oui, on y croit puisque, en fait, si vous voulez, on est un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or, on est des fournisseurs de pelles et de pioches. C'est-à-dire que quand on a vu apparaître, ça fait 1 an à peu près qu'on travaille là-dessus, parler de nos écoles de design, c'est eux qui nous en ont parlé en premier. Quand on a vu apparaître le buzzword en quelque sorte du métaverse, on a soulevé le capot et on s'est dit concrètement quelles compétences et quels métiers vont être mobilisés dans ce genre de projet. Et là, on a vu des choses qu'on connaissait déjà, de l'architecture 3D, de la réalité virtuelle. On avait des écoles qui faisaient ça, notamment l'école bleue, des applications financières, des crypto-monnaies, des NFT. On avait des écoles qui enseignaient ça, de l'informatique, du développement. On avait des écoles comme OpenIT, l'Estiam, du digital. Bref, on s'est aperçu qu'en fait, derrière ce mot métaverse, il y avait des compétences et des métiers très concrets et que les boîtes qui allaient développer des projets là-dedans, ils allaient avoir besoin de ces compétences-là et c'est comme ça qu'on a construit l'offre du Metaverse College. Donc finalement, c'est en réunissant tous ces blocs un peu éparpillés pour créer finalement une cohérence, parce que le métaverse, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui achètent des terrains, commencent à créer du virtuel en achetant des territoires, en imaginant qu'on fera du business. Donc vous y croyez. C'est intéressant d'entendre un formateur, enfin la tête. Vous croyez à ce marché possible? Je crois que c'est un gisement d'emploi, oui. Je suis convaincu que c'est un gisement d'emploi. Dès que vous avez du projet, dès que vous avez des entreprises comme Meta qui investissent des sommes importantes là-dessus, derrière, il va falloir des compétences et donc il va y avoir des besoins d'emploi. Tiens, d'ailleurs, hier, on faisait une émission pendant que je tiens le patron d'un groupe qui a des milliers d'étudiants demandeurs d'emploi, mais aussi salariés, parce que vous avez aussi des salariés qui se forment. On avait un débat sur l'orthographe. Vous faites partie de ces rigoristes. Vous avez été prof d'histoire, donc j'imagine rigoureux sur l'orthographe. Vous les voyez, ces étudiants, ces salariés, dont le niveau d'orthographe baisse? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous mettez des moyens sur la table pour dire je veux plus d'étudiants qui fassent 10 fautes par mail? Alors c'est amusant parce que globalement, je suis de ceux qui pensent que contrairement à ce qu'on dit, le niveau baisse pas. Parce que depuis le temps où on dit le niveau baisse, si l'humanité baissait aussi vite qu'on dit ça depuis Cicéron, on serait déjà revenu à l'âge des cavernes. Sauf, et ça les gens qui font la recherche en pédagogie reconnaissent, il y a un domaine où le niveau c'est vraiment décalé, c'est effectivement l'orthographe. Donc il y a pas mal de choses comme le certificat Voltaire, comme ce qu'on fait. Le Robert aussi a fait des choses pour certifier le niveau de
le niveau Mais d'orthographe. vous le constatez, c'est-à-dire que tous vos directeurs et tous les formateurs avec qui vous avez des échanges, parce que forcément vous avez des remontées d'informations, vous disent j'ai parfois des difficultés sur la qualité lexicale, d'écriture, d'orthographe. Alors moi, ce qui m'inquiète plus, là où on a des remontées, c'est quand les difficultés de syntaxe, les difficultés à exprimer clairement une idée. Parce que À l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Oui, parce que l'orthographe, vous avez un paradoxe. Vous avez un niveau spontané d'orthographe qui a baissé, mais par la grâce des correcteurs orthographiques, vous avez Plus ou moins. vous avez une espèce d'équilibre qui se fait. Mais globalement, je pense qu'il y a un vrai besoin d'apprendre aux gens à s'exprimer le plus clairement possible, à structurer leurs pensées, à structurer leurs idées, à pouvoir exprimer une pensée un peu plus longue que les expressions courtes que vont favoriser les systèmes de messagerie ou les réseaux sociaux. Donc si je devais pointer un besoin de formation qui me paraît au moins aussi important que l'orthographe, je pense que ce serait plutôt celui-là. Donc le problème de l'oralité, la capacité de pouvoir exprimer sa pensée Exactement. en mots clairs, en mots simples, Exactement. et si possible impactant. Ouais. Si possible impactant. Juste avant de nous quitter, c'était ma dernière question ou mon avant-dernière. Il va où ce collège de Paris ? Collège de Paris, ça fait bien sûr référence au college, enfin au mot anglais, qui est un grade. C'est bien cela, hein, l'esprit. Oui, c'est ça. Ça fait à la fois référence à l'univers universitaire anglo-saxon, les collèges anglo-saxons, comme vous l'avez bien dit, et en même temps au collège médiévaux. La Sorbonne s'appelait le collège Robert de Sorbonne. Qui était comme des ambassades, il faut le préciser. Hein, c'était oui, des zones. C'était en fait c'était des zones franches et c'était des zones qui étaient des communautés de maîtres et d'élèves. Alors où est-ce qu'on va essayer d'emmener ça ? Notre idée, c'est de devenir le leader d'un secteur émergent, à mon avis, qui est celui de l'enseignement supérieur professionnel. On a longtemps vécu avec un monde de l'enseignement supérieur, les grandes écoles, les universités, et un monde de la formation professionnelle qui étaient deux choses différentes. Et là maintenant, il y a une confluence qui est possible, que j'appelle l'enseignement supérieur professionnel, et notre envie, c'est d'aller dans cette direction. C'est ça votre philosophie, hein, pour boucler notre échange. C'est de la formation de niveau étudiant, mais pour professionnels. Exactement. Avec la même qualité d'enseignement. Exactement. On veut apporter la même qualité d'enseignement, la même vie étudiante, l'expérience étudiante que peut vivre un étudiant qui a eu les chances d'intégrer les meilleures écoles, et dans le même temps, un niveau de certification, de formation qui soit le plus professionnalisant possible. Pour éviter aussi le phénomène un peu endogamique des écoles de commerce où on retrouve des populations venant de mêmes milieux sociaux. C'est un autre vrai sujet, hein, sur l'éducatif et la formation. C'est vrai que c'est compliqué pour certains jeunes de pouvoir accéder à ce type d'école. Et oui, c'est pour ça que je reviens sur l'apprentissage, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un levier de diversité formidable. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, enfin les questions d'inclusion, les problèmes dans les quartiers, tous ces trucs-là, quand on offre aux gens des formations gratuites et rémunérées qui mènent à des certifications supérieures, on règle quand même une partie importante de ces difficultés. Olivier de Lagarde, ultime et dernière question, il va où votre groupe ? Vous l'emmenez où ? C'est quoi dans 10 ans le groupe Collège de Paris ? Parce que vous êtes déjà en train de vous projeter, la preuve, Metaverse College, vous êtes déjà en train de réfléchir à demain. J'aimerais être le leader de l'enseignement supérieur professionnel, donc je suis encore parmi les relativement gros challengers, donc il y a une vocation au leadership. J'aimerais être présent, comme je le suis aujourd'hui, sur toutes les grandes régions et tous les continents, mais l'étape d'après, ça serait d'y être en propre. On a été assez agile à l'international, avec beaucoup de partenariats. Maintenant, voilà, on connaît ça, donc on va pouvoir s'y implanter en propre, et puis voilà, être très fort dans le sous-continent indien, en Afrique, en Amérique latine, là où il y a des bassins de population, de demande, et idéalement arriver à faire que tout ce monde-là soit interconnecté. Ça fait quoi au Collège de Paris quand on est dans le monde, parce que vous voyagez beaucoup à travers tous les sites où vous êtes implanté, c'est une marque qui plaît encore, il y a encore ce rêve quand on dit Collège de Paris pour les étudiants du monde entier qui rentrent dans vos écoles, ça fait rêver encore ? Paris, c'est certain. La France également. Et derrière, vous avez l'idée du vieux continent, c'est le terme à la mode pour parler de l'Europe, mais qui garde une puissance de qualité de formation, de réputation du diplôme, savoir, et qui va conserver. Alors on peut parler de déclin, mais au fond, ce que je dis souvent, c'est que les Romains envoyaient encore leurs enfants étudier en Grèce longtemps après la chute d'Athènes. Et je crois qu'on peut souhaiter la même chose à l'Europe et à la France, et qu'on reste un lieu attractif pour l'enseignement. C'est génial, Olivier de Lagarde, parce que quand on est avec vous, on fait aussi de l'histoire. On voit quand même l'importance de l'histoire dans votre parcours professionnel. Merci d'être venu nous rendre visite pour nous parler de votre groupe, le Collège de Paris, 600 salariés, et un groupe à vocation internationale, redisons-le, Asie, Pékin, l'Afrique, je crois que c'est le Sénégal, me semble-t-il, je dis une bêtise. Le Cameroun aussi. Le Cameroun. Merci Olivier de Lagarde à la tête du Collège de Paris. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi. Tiens, on parle des jeunes qui justement notent les entreprises. Ils ont été alternants ou en stage, mais ils mettent des notes et ça va donner un label. On en parle tout de suite.